Alors, la conférencière, c'est Julie Landour, qui est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Paris-Dauphine, membre de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales et membre junior également de l'Institut universitaire de France. Je mentionne aussi que cette année, en fait, Julie Landour est professeure invitée ici à l'INRS, donc jusqu'à juillet à peu près. Alors, ben, c'est une belle occasion pour nous ici de la côtoyer, même après cette conférence. Donc, ça durera environ 40 minutes de conférence, puis ensuite, il y aura une période là, de questions, questions-réponses et d'échanges. Alors, merci à toi, Julie. Merci beaucoup, Maud. Bonjour à toutes et tous en présence et puis en ligne. Alors d'abord, je voudrais commencer par remercier effectivement l'INRS et puis en particulier Hélène et Maud qui m'ont permis de venir passer cette année au Canada où je vais conduire une partie de l'enquête dont là, je vais vous présenter les résultats pour la France. Donc, je suis à la fois très heureuse d'être ici et puis très enthousiaste de pouvoir mener à bien cette comparaison parce que c'est pas toujours qu'on a l'occasion dans une vie de chercheur de pouvoir s'immerger dans la vie d'un pays sur lequel on a envie de travailler. Donc voilà, c'est vraiment une très belle opportunité. Et puis je voudrais aussi remercier Diana qui a œuvré à l'organisation de cette conférence aujourd'hui avec voilà, beaucoup d'attention et de soins. Donc merci aussi pour tout le travail qui a été effectué là-dessus. Donc voilà, je suis aussi très heureuse de vous présenter ce qui est en fait un travail en cours. Et c'est aussi une très belle occasion de me nourrir là des échanges qu'on va certainement avoir autour de ce sujet que je vais vous présenter. Donc voilà, je suis très, très heureuse d'être là pour ça aujourd'hui. Alors, parler de retraite, c'est pas toujours très simple. En général, quand je présentais mon objet à mes enquêtés, ils commençaient par pousser un cri d'effroi. Oh là là, mais de quoi est-ce qu'on va donc se parler? Ce d'autant plus que quand on parle de retraite, on ne parle pas nécessairement exactement des mêmes choses selon les pays dans lesquels on est. Donc, ça me paraît important déjà peut-être de vous faire une très courte synthèse de ce que c'est que le système des retraites en France pour vous peut-être mieux vous permettre de comprendre de quoi est-ce que je vais vous parler exactement. On a un système qui est assez différent du système québécois, qui a été créé en 1945 et qui est un système en fait de socialisation de la protection sociale. On parle en France des régimes professionnels, des logiques corporatistes qui existaient déjà au XVIIIe siècle. Et on a construit au sortir de la Seconde Guerre mondiale un système par répartition. Donc ça veut dire que les actifs actuels cotisent pour payer la retraite de celles et ceux qui sont retraités aujourd'hui, avec une logique de réciprocité au long cours. Quand eux-mêmes arriveront ensuite à la retraite, ils devraient aussi bénéficier de ce système de répartition. Ça, c'est la logique. Mais cette logique, elle a été enrichie par le fait qu'on n'a pas un seul et unique système, régime de retraite en France. On a 42 régimes et à l'intérieur de chacun des régimes, des dispositifs qui peuvent être un petit peu différents selon les employeurs. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Moi, du coup, j'ai décidé de me centrer ici plutôt sur le régime général, donc qui est en gros celui des salariés du privé, qui est un peu le vaisseau amiral de la protection sociale en France, et par lequel 98% des individus français sont au moins passés une fois dans leur vie. Donc ça permet un peu de raisonner avec un système qui est par ailleurs un peu plus proche peut-être de celui des régimes privés dans d'autres pays, etc. Donc il y avait un enjeu pour moi en termes de comparaison. Euh, Ce régime général, il est par ailleurs agrémenté de régimes complémentaires qui ont été inscrits, qui ont été créés dans les années 70 en France afin d'améliorer les taux de remplacement. Alors, on a en France un système qui est principalement arrimé à l'emploi, mais on a aussi une logique familialiste à la française qui s'est instillée dans ce régime de protection sociale et qu'on n'a pas toujours en tête quand on pense aux différentes réformes des retraites. Ce familialisme, il est visible à travers différents mécanismes dans la protection sociale qui sont d'abord le principe de la réversion, qui est le fait que
au décès de votre époux, et j'insiste bien sur le fait que c'est l'époux, il faut avoir été marié pour pouvoir bénéficier d'une partie de la pension de retraite de son conjoint s'il vient à décéder. Avec, selon les régimes dans lesquels le conjoint décédé a travaillé, des systèmes un peu différemment, des conditions de versement différentes. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les majorations des durées d'assurance, c'est-à-dire qu'on peut permettre aux personnes qui ont des enfants de partir un peu plus tôt à la retraite, c'est-à-dire de cotiser à des trimestres d'assurance supplémentaire selon quand ils ont des enfants. C'était 8 trimestres par enfant, jusqu'en 2010 exclusivement accordés aux femmes. À partir de 2010, il y a 4 trimestres qui sont réservés aux femmes et 4 qui peuvent être dispatchés entre les parents. Et puis, à partir de 3 enfants ou plus, vous avez aussi une légère augmentation de la pension de retraite. Alors, c'est 10%. Là aussi, il peut y avoir des légères variations selon les régimes. Et voilà, ce sont des mécanismes qu'on appelle les droits familiaux et qui font donc qu'intrinsèquement aussi, la famille, le faire famille, contribue aux pensions de retraite. Ce ne sont pas les seuls dispositifs, on verra ça un peu plus loin. En tout cas, ce ne sont pas les seuls dispositifs qui, moi, m'ont intéressée dans ma recherche. Vous nous voyez, je pense, régulièrement manifester depuis les années 90 pour la sauvegarde de notre système de retraite en France, puisque il y a eu en fait une série de réformes à compter des années 70 et des diverses crises économiques qui ont jalonné la période depuis. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces réformes parce que ce serait extrêmement compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des réformes qui sont dites paramétriques, c'est-à-dire qu'on bouge des paramètres, mais on ne touche pas à la philosophie générale du système, que certains appellent du coup des rustines, qui ne permettent pas nécessairement de complètement améliorer le système dans son ensemble. Une des réformes principales qui a touché notamment le taux de remplacement des retraites, c'est une réforme extrêmement technique qui date de la réforme Balladur de 1993 et qui a modifié la façon dont on indexe les pensions. Elles sont passées, maintenant elles sont indexées sur les prix, ce qui fait mécaniquement baisser les taux de remplacement à long terme. Et ensuite, on a eu plutôt des réformes sur combien de temps est-ce qu'on va travailler, à partir de quel âge est-ce qu'on a le droit de liquider ses droits à la retraite sans décote, etc., etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un système où mécaniquement, par le biais des réformes passées, les taux de remplacement qui étaient considérés comme très généreux jusque-là en France sont en train de baisser et vont continuer à baisser dans les années qui viennent. Donc, continuer à se dire qu'on bénéficie d'un système avec des taux de remplacement très généreux, c'est un peu une illusion et je vous dirais d'ailleurs que mes enquêtés ont bien retenu cette idée-là. Et puis, il y a par ailleurs un effort assez important, un enjeu fort sur le fait de tenir jusqu'à la retraite avec cet enjeu du déplacement et de l'allongement de la durée de vie active, dans un moment où il faut retenir que la France, elle n'a vraiment pas valorisé dans les années antérieures le fait de travailler, d'être un travailleur âgé. Et il y a eu beaucoup de dispositifs, de politiques d'emploi au niveau de l'État, mais aussi au niveau des employeurs, qui ont valorisé les sorties précoces du marché du travail. Ce qui fait que gérer des travailleurs âgés, c'est quelque chose que l'on ne fait que très peu en France, que l'on fait souvent assez mal, dans un contexte par ailleurs de dégradation générale des conditions de travail qui ressort extrêmement fortement dans toutes les enquêtes qui sont conduites, à la fois au niveau français, mais aussi quand on est sur des niveaux européens de comparaison. Et ce sentiment de dégradation des conditions de travail, il est transposition sociale, c'est-à-dire qu'il concerne vraiment tous et toutes les travailleurs avec des intensités évidemment différentes, des enjeux de pénibilité au travail qui sont aussi différents, mais qui touchent tout le monde. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans un système un peu dual, où on a globalement des travailleurs, et notamment des travailleurs salariés, qui sont plutôt favorisés, qui sont dans des conditions qui leur permettent de tenir jusqu'à la durée légale
jusqu'à le départ légal vers la retraite et qui peuvent bénéficier par ailleurs de dispositifs d'épargne défiscalisée, puisqu'il y a aussi un enjeu très fort lié à la fiscalité des produits de retraite en France, qui leur permet du coup de finalement double cotiser. Et puis, on a par ailleurs des travailleurs qui ne sont pas du tout dans des conditions aussi favorables, qui n'ont pas nécessairement les moyens de tenir non seulement, et aussi de payer des cotisations doubles, à la fois celles qui sont prélevées sur le salaire et celles qu'il faudrait sortir pour pouvoir épargner dans des dispositifs particuliers, et ce qui les met dans des moments, enfin, dans des situations compliquées. En tout cas, c'est moi ce que j'avais envie d'investir plus particulièrement dans mon projet de recherche, c'est de comprendre à un moment où on reçoit par exemple de la part des assureurs dès 40 ans des petites newsletters, tiens, s'il est temps maintenant de préparer votre retraite. On a cette petite musique de la préparation de la retraite qui s'est mise en place depuis quelques années en France et qui laisse entendre qu'on ne peut plus compter uniquement sur la retraite dite socialisée, donc celle qui passe par le système général de protection sociale, et qu'il faudrait donc se constituer une source complémentaire de revenus. L'enjeu de ma recherche, c'est d'un peu de comprendre, mais comment est-ce que ça peut se mettre en place dans les parcours des individus? Et ce sur quoi je voudrais insister là plus particulièrement aujourd'hui, comment est-ce que ça se met en place dans un moment où, par ailleurs, les parcours conjugaux sont particulièrement chahutés? Là, j'ai mis plutôt l'accent sur les enjeux du travail, mais sur la question de la famille, puisque je considère pleinement que la famille, elle participe aussi de ces pratiques ordinaires de préparation de la retraite à long terme. Qu'est-ce qui se passe quand le modèle de la famille patriarcale autour duquel on a pensé le régime des protections sociales au sortir de la Seconde Guerre mondiale est complètement bouleversé? Alors, par la baisse très forte des mariages, là je vous ai mis les courbes des mariages des années 90 jusqu'aux années 2020, on le voit aussi à travers l'indicateur du nombre d'enfants qui sont nés hors mariage aujourd'hui en France, et puis aussi on voit avec la proportion de mariages qui aboutissent vers des divorces, et on voit aussi à quel point non seulement on se marie de moins en moins en France, mais quand on se marie, on divorce aussi de plus en plus. Et donc ça aussi, ça participe certainement d'une manière de reconfigurer la retraite, et c'était ça que je souhaitais investir plus particulièrement. Donc, la question un peu transversale, c'est comment est-ce que la famille participe à la fabrication contemporaine des droits en matière de retraite? Alors, à la fois sur la durée de la vie active et du temps à la retraite, puisqu'on est toujours en France dans un enjeu quand même assez fort de pouvoir avoir du temps pour soi à la retraite. C'est vraiment quelque chose qui revient très fort chez les Français de façon générale. C'est montré dans différentes enquêtes et aussi auprès des personnes que moi j'ai pu rencontrer. Et puis j'ai mis sur le montant des pensions à la retraite, je devrais dire plus globalement sur le niveau de vie espéré, anticipé à la retraite, puisque l'enjeu n'est pas seulement celui du montant de la pension. Alors, l'enquête que j'ai conduite en France pour le moment, elle repose sur deux volets. Un volet quantitatif qui concerne en fait l'exploration d'une grosse enquête qui est fournie par l'établissement public de la statistique française qui s'appelle l'INSEE. Donc cette grosse enquête, elle s'appelle Histoire de vie et patrimoine. C'est vraiment une enquête importante qui permet de suivre un peu l'ensemble des dispositifs financiers, immobiliers que les Français interrogés mettent en place. Moi, j'ai travaillé là sur la vague 2017-2018 parce que c'était celle qui était disponible l'automne dernier quand j'ai commencé à travailler. L'enjeu là est de réactualiser la démonstration aujourd'hui avec une enquête plus récente puisque les données de 2023 sont maintenant bientôt disponibles. Donc voilà, ça se sera réactualisé. Et puis, j'ai réalisé par ailleurs des entretiens plutôt semi-directifs avec des personnes âgées de 40 à 50 ans. J'ai fait le choix volontaire de me centrer sur des personnes qui ne sont pas encore à la retraite et qui sont à mi-temps de leur vie active. En général, elles ont 20 ans de vie professionnelle et de vie familiale derrière elles, enfin familiale, conjugale et familiale, et elles ont encore à peu près la même durée qui s'étale devant elles. Donc c'est par ailleurs, de ce que j'avais pu observer dans l'enquête
patrimoine, un moment un peu charnière sur les enjeux de préparation de la retraite, c'est-à-dire qu'on voit dans les dispositifs des glissements qui s'opèrent. Donc, j'ai choisi de travailler sur uniquement des personnes affiliées au régime général, donc ce régime qui concerne la plupart des salariés du privé, en faisant varier les niveaux de diplôme. Alors, le bac, c'est le diplôme que 80% d'une classe d'âge passe en France à 18 ans. Ce n'est pas tout à fait le même âge par rapport à vous, mais c'est souvent par rapport à ça qu'on segmente les niveaux de diplôme. Donc, j'ai un tiers de mes enquêtés qui a moins du bac, un tiers qui a bac plus 2, et puis un tiers qui a bac plus 5 et plus. Et les niveaux de diplôme en France sont étroitement corrélés, à la position sociale et à la qualité de la position, à la position professionnelle, et donc plus globalement à la qualité de la position sociale. On pourra peut-être en rediscuter. Et puis l'enjeu, il est effectivement de pouvoir réaliser le volet québécois dans les mois qui viennent, puisque j'ai la possibilité de rester encore quelques mois. Je vous ai mis ici assez vaguement une présentation un peu rapide, et j'en ai bien conscience, très dense, des personnes que j'ai pu rencontrer pendant l'enquête, mais ça vous permet de voir qu'il y a des positions professionnelles qui sont extrêmement variées, et il y a aussi des configurations familiales qui sont également variées. Alors, j'ai à la fois des personnes qui sont célibataires, d'autres qui sont en couple, cohabitant ou non, mariés ou non, avec ou sans enfants. J'ai aussi eu des personnes en couple de même sexe. Et ça aussi, ça peut avoir des incidences sur la question de la retraite. Alors, évidemment, ça reste un échantillon à la fois conséquent pour une enquête qualitative, mais qui n'est pas suffisant pour affirmer les choses en disant que c'est absolument représentatif, mais ça permet en tout cas de bien couvrir la diversité des pratiques possibles en matière de fabrication de la retraite. J'espère que c'est à peu près clair jusque-là. De toute façon, vous pourrez me redire dans les questions-réponses si vous avez des questions. Alors, j'ai commencé par construire ce qu'on appelle un espace social. L'espace social de la préparation de la retraite. Donc ça, c'est ce que j'ai construit à partir de l'enquête patrimoine et histoire de vie. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails techniques. La construction des espaces sociaux, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en France, qui a été notamment inauguré par les travaux de Pierre Bourdieu. Ce qu'il met en place dans la distinction, notamment, c'est vraiment travailler des analyses statistiques, travailler à partir des analyses statistiques qu'il a réalisées, notamment avec ce qu'on appelle des analyses en composantes multiples, ce qui permet en fait de voir comment est-ce que les pratiques, puisque l'enjeu c'est d'aller bien regarder les comportements des individus, se positionnent les unes par rapport aux autres. Est-ce que ces pratiques, elles sont proches les unes des autres et donc ça sous-tendrait qu'elles vont un peu de pair les unes avec les autres, ou au contraire, est-ce qu'elles sont éloignées? Et derrière les pratiques, vous entendez bien qu'il y a des individus qui mettent en place ces pratiques et des individus qui ont eux-mêmes des propriétés sociales que l'on peut ensuite superposer sur la répartition des pratiques. Donc ça, c'est ce que moi, j'ai voulu réaliser sur la Constitution, je dirais plutôt le fait que l'on détienne ou pas des dispositifs susceptibles d'améliorer le niveau de vie à la retraite. C'est comme ça, c'est ça que j'ai sélectionné dans l'enquête patrimoine et histoire de vie. Donc d'abord, est-ce qu'on détient des capitaux immobiliers? En premier lieu, sa résidence principale, mais ça peut être aussi des logements de rapport, des pieds-à-terre, des résidences secondaires, etc., qui, vous le verrez ensuite dans l'enquête Calvi, font partie en fait des tactiques possibles pour préparer sa retraite. Et puis aussi la détention de produits financiers, les assurances vie, les assurances décès, l'épargne salariale, l'épargne retraite. Alors, moi, je ne me suis absolument pas intéressée au volume, c'est-à-dire qui détient combien, parce que ça, c'est déjà très bien traité par les économistes. Mon intérêt, c'était plutôt de voir qui a quoi. À un moment, je pense que quand je vais descendre au niveau des individus, parce que là, je vais uniquement avoir le temps de vous présenter les ménages, j'irai voir un peu plus ce qui se passe en termes de volume, parce que c'est aussi important pour le voir au niveau des écarts entre les femmes et les hommes, puisque déjà, les pratiques ne sont pas les mêmes, et vous allez le voir, les volumes ne sont pas les mêmes non plus. Alors, ne paniquez pas. Ça, c'est l'espace social où, en fait, vous voyez, tout est projeté à partir des axes sur lesquels les différentes pratiques sont positionnées les unes par rapport aux autres.
Cet espace-là que je vous présente, à chaque fois, il y a plusieurs dimensions dans l'espace, mais là, j'ai choisi simplement de vous présenter un premier espace à plat en 2 axes. L'axe ici, c'est plus on est vers la droite pour vous, et plus on détient un certain nombre de dispositifs, plus on est à gauche, et plus on ne détient pas de dispositifs. Ensuite, vous allez voir, il y a un deuxième axe qui apparaît, qui est celui, voilà, qui fait que plus on est en bas et plus on détient des dispositifs que j'ai appelés collectifs. Plus on détient, par exemple, de l'épargne salariale, de l'épargne retraite, qui est notamment proposée par les employeurs, parce que ça crée des différences assez importantes. Et plus vous êtes en haut, et plus vous avez mis en place des dispositifs dits individuels, que vous fabriquez un peu tout seul, selon que vous avez été bien conseillé ou pas bien conseillé. Et en fait, ça, c'est un peu une première surprise de l'enquête, c'est-à-dire que c'est cet enjeu des dispositifs collectifs proposés par les employeurs. Pour vous, ici, peut-être que c'est déjà tout à fait dans les esprits, mais sur les discussions autour des enjeux de la retraite, on parle bien des différences par les régimes, en mettant très souvent en compétition le régime public des fonctionnaires versus le régime privé, etc. Et la, la rhétorique étant souvent celle de les fonctionnaires sont ultra privilégiés versus les travailleurs du privé qui ne sont pas autant, sauf qu'en fait, la part de l'épargne salariale dans la façon dont ça structure l'espace montre bien aussi que ça crée des différences extrêmement importantes entre les travailleurs et en particulier entre les travailleurs salariés, puisque ce sont souvent des dispositifs qui sont proposés par les employeurs, qui sont pas égaux entre eux selon ce que propose l'employeur et qui font que les travailleurs qui en disposent font quasiment fonctionner leur épargne sans même s'en apercevoir. C'est l'employeur qui le fait quasiment pour eux. Et donc, pour tous les travailleurs qui ne disposent pas de ces dispositifs-là, ça crée évidemment des différences, notamment dans le fait d'être conscient ou pas qu'on est en train d'épargner en vue de sa retraite. Et ça, je l'ai vu dans les entretiens très forts. Certains disent qu'ils ne savent même pas comment ça fonctionne et qu'au moment de l'entretien, ils sont allés voir et tiens, ils ont découvert qu'ils avaient 30 000 euros via leur employeur sans même s'en apercevoir. L'autre enjeu, ça va moins vous surprendre, c'est la détention de patrimoine immobilier qui segmente aussi très fortement l'espace, et notamment le fait de détenir sa résidence principale ou pas. Là, vous avez les gens qui détiennent, là, vous avez les gens qui ne détiennent pas. Et puis, je l'ai dit déjà un petit peu, cet enjeu de l'épargne salariale qui structure aussi très fortement l'espace. Une fois qu'on a regardé comment s'organise l'espace, on voit ensuite où sont les individus et les propriétés qui les caractérisent. Donc là, en fait, il y a 3 grands groupes qui apparaissent. Alors, mes patates sont à peu près représentatives de la proportion sur l'espace des ménages. Et évidemment, ces groupes, ils évoluent un peu en fonction au cours du cycle de vie, parce qu'après, j'ai fait des analyses par tranche d'âge, mais là, je vais vous présenter un peu plus généralement les choses. On a 3 groupes, le premier étant celui des non-préparateurs de la retraite, qui constitue quand même un bon quart de l'ensemble des ménages en France. Et ce sont donc des personnes qui, en dehors de la protection socialisée de la retraite, ne sont pas en mesure de préparer quoi que ce soit d'autre, ne disposent pas de produits d'assurance, ne sont pas propriétaires de leur logement, ont une épargne quand ils ont les moyens d'épargner, parce qu'il y a un nombre substantiel qui n'a pas les moyens d'épargner non plus, pour acheter leur résidence principale. Et c'est là où on retrouve à la fois les plus jeunes. On va voir que ça, en fait, plus on avance dans le cycle de vie, et plus ce groupe a tendance à se réduire, puisque les gens deviennent acquéreurs de leur résidence principale. Mais ce sont aussi les moins riches, les personnes célibataires, les familles monoparentales et les femmes. Et la surreprésentation des femmes dans ce groupe-là, elle est constante tout au long du cycle de vie. On a ensuite ce que j'ai appelé les préparateurs individualistes en bleu. C'est 52% de l'ensemble des ménages et ce sont des personnes des ménages avec une personne de référence qui a tout misé sur la résidence principale et qui souvent n'a pas forcément les moyens de pouvoir développer un autre type d'épargne par ailleurs.
On le voit parce qu'ils sont souvent moins possesseurs d'autres types d'actifs, d'assurance vie, et notamment, ils ne sont pas possesseurs d'épargne salariale. Cet enjeu de l'épargne salariale, il veut dire deux choses. Soit que ce sont plutôt des travailleurs indépendants ou dans des toutes petites entreprises, soit qu'il y a un effet de génération, puisque là je le dis sur l'ensemble des ménages, puisque l'épargne salariale en France, elle existe depuis les années 60, mais elle se développe vraiment à partir des années 2000. Et donc ce sont possiblement des ménages un peu plus âgés, d'ailleurs on le voit, qui n'ont pas disposé de façon aussi massive que les travailleurs actuels de dispositifs d'épargne salariale. Ça, c'est un groupe qui évolue aussi et qui reste le groupe absolument dominant quand on arrive plutôt vers la fin du cycle de vie. Et puis, vous avez ensuite ce que j'appelle les préparateurs socialisés, mais je ne suis pas tout à fait satisfaite du terme. Mais l'idée, c'est de dire que ce sont ceux qui savent bénéficier au maximum du collectif pour faire fructifier leur situation individuelle. Et là, ce sont 20% des ménages, et ce ne sont pas n'importe quel type de ménage. D'abord, ce sont des ménages qui ont plutôt accès à l'épargne salariale. Donc, il y a très souvent un salarié, et notamment la personne de référence dans l'enquête, et plus souvent ingénieur ou cadre. Donc, ce sont des gens qui travaillent plutôt dans des grandes entreprises. Ils ont d'autres types de produits d'épargne. C'est ceux qui arrivent un peu à faire feu de tout bois et à démultiplier les dispositifs. Ils sont plus souvent propriétaires de leur résidence principale, mais aussi d'un bien de rapport, donc qui mettent en location et qui leur fournit de l'argent. Et ce sont des couples où la personne de référence est plus souvent un homme, qui sont dans les plus hauts déciles et avec des enfants. Donc finalement, on voit que ce sont ceux qui pourraient le plus profiter de l'ensemble des dispositifs, qui ont en fait les propriétés sociales les plus discriminantes, les plus exigeantes et les moins répandues dans la suite de l'espace social. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que on voit bien dans l'ensemble de cet espace que la configuration familiale, elle joue. Et elle joue de différentes manières sur la préparation de la retraite. Et c'est ça que je voudrais essayer de vous faire comprendre maintenant, avec le temps qui file à toute vitesse. Ah. Non. Je l'ai éteint peut-être. Excusez-moi. Hop. Sinon, je vais me mettre... Super. Alors, ouais, on va passer du coup plutôt à l'exploration qualitative maintenant, donc ces entretiens que j'ai pu conduire. Et donc voilà, qui permet en fait de comprendre ce qui se joue un peu plus au sein des ménages pour faire des différences. Et là, ce que je vous propose, c'est d'abord de considérer que la famille, en fait, ça veut dire plein de choses différentes et qu'il y a notamment des outils de l'anthropologie qui permettent de penser les choses un peu... je vais me toucher l'oreille. Alors, d'abord, en fait, la famille, c'est ce qu'on peut appeler la parentèle. Donc, la parentèle, c'est cet ensemble-là. Donc, ça, c'est un schéma traditionnel qu'on fait en anthropologie pour repérer qui sont les personnes apparentées à partir de égaux, et puis ce sont les personnes qui ont des liens du sang entre eux. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle dans la famille les lignées, et la lignée, c'est par exemple uniquement les apparentés du côté de la mère. Et puis, ou évidemment, même chose du côté du père. Donc, ce sont en fait des groupes de descendance. Et ça aussi, sur les enjeux de préparation de la retraite, vous allez voir que ça a une incidence assez forte. Et puis, le dernier groupe, c'est celui de la maisonnée. Et là, qui peut éventuellement être élargi, pas simplement à des gens qui cohabitent, mais à des gens qui, au quotidien, sont mobilisés pour la production de la vie quotidienne, on va dire. Et donc, ça peut être éventuellement élargi aux grands-parents et ou aux collatéraux, mais ce sont en tout cas des individus, le plus souvent le père, la mère, les enfants, éventuellement un peu élargis, qui, au quotidien, collaborent pour fabriquer la vie. Et ça, selon qu'on raisonne en termes de lignée, de maisonnée, voire de parentèle, on voit que la famille, elle joue de façon très, très différente, en tout cas dans ce qu'on m'ont raconté mes enquêtés. Je veux bien que...
Donc d'abord, est-ce que pour les personnes que j'ai rencontrées, le faire famille, ça constitue un ensemble de pratiques légitimes pour préparer la retraite? Est-ce que, interrogées sur cette question de la retraite, spontanément, les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit, bah oui, évidemment, la famille, c'est un ensemble de pratiques qui peut me permettre d'assurer mon niveau de vie à la retraite. La réponse est plutôt non. Je ne sais pas si ça vous surprend ou pas, parce que du coup, j'ai animé chaque paragraphe, donc là, je ne me sentais pas. La réponse est plutôt non. Et on s'en aperçoit d'abord parce que cette question des droits familiaux dont je vous ai parlé en introduction, elle n'est pas du tout évoquée par les personnes que j'ai rencontrées qui ne connaissent absolument pas le rôle, on va dire, légal que joue la famille sur la préparation de la retraite. Donc ça, c'est absolument, ça ne fait pas du tout partie des cas. Les gens sont très ignorants et les femmes également de la façon dont le fait d'avoir eu des enfants, par exemple, peut jouer pour leur retraite, etc. La deuxième chose, dans un cadre général où globalement en France, les gens ne comprennent rien sur comment fonctionne la retraite, mais je ferme cette parenthèse. La deuxième chose, c'est que sur la génération au sein de laquelle j'ai enquêté, ce sont avant tout les liens affectifs qui sont privilégiés entre personnes apparentées et on met tout à fait à distance la dimension économique et sociale du faire famille. Voire, on est un peu choqué du fait que je puisse poser la question. Ça se retrouve à différents endroits de l'enquête. D'abord, parce que j'ai interrogé les gens sur la façon dont ils gèrent leur argent au sein des ménages. Et qu'il y ait des enfants ou pas, la gestion, elle est principalement séparatiste. Donc, il y a des comptes séparés, chacun ses actifs. Et globalement, on ne regarde pas tellement ce qu'a l'autre, etc. Il y a éventuellement un conjoint sur lequel on peut transvaser une partie de son salaire pour les dépenses communes, mais c'est tout. Et je dirais que les femmes que j'ai rencontrées en particulier, étant toutes par ailleurs des femmes engagées dans la vie active, ont très fortement marqué leur volonté d'indépendance. Il est évident que moi j'ai un compte séparé, mon argent c'est mon argent, l'argent de mon conjoint c'est son argent et on ne mélange pas les deux. Marqué ne voulant pas nécessairement dire qu'il y a par ailleurs égalité au sein des couples, puisque notamment les femmes font valoir qu'elles ont à cœur de prendre en charge un certain nombre de dépenses, que c'est elles notamment qui prennent en charge les vacances, que c'est elles qui prennent en charge les vêtements des enfants. On verra un peu plus loin aussi la question des études, et que ça leur permet d'affirmer, de marquer leur indépendance. Elles n'ont pas à demander d'argent à leur conjoint, qui lui, et certaines le disent avec ces termes-là, en bons petits soldats, sont rigoureux et épargnent bien, bien sagement de leur côté. Donc voilà, séparés, marqués, mais pas de façon égalitaire. Et puis, et ça c'est une chose qui m'a surprise, avec un horizon de la séparation qui est extrêmement présent dans la tête de l'ensemble de mes enquêtés, et notamment des femmes que j'ai rencontrées, celles qui se sont déjà séparées par le passé, mais d'autres qui sont depuis 30 ans avec leur conjoint et qui disent, et de toute façon, à tout moment, mon conjoint il peut s'en aller, donc il vaut mieux que chacun ait ses affaires de son côté. Ça, c'était plutôt une surprise de ma part. Ce qu'on voit donc, c'est qu'on a des maisonnées, donc des couples ou pas, cohabitants le plus souvent, avec ou pas des enfants, qui sont surtout mobilisés, pas du tout par la retraite, mais par un premier enjeu qui est l'ici et maintenant du logement. Avec cet enjeu de l'acquisition de la résidence principale pour se protéger ici et maintenant. Alors là, du coup, on peut effectivement avoir recours à la parentèle, notamment par le biais de donations ou de mobilisation plus pratico-pratique sur les travaux, etc., pour assurer le confort matériel et affectif de la maisonnée. C'est-à-dire que parler de la résidence principale, c'était une de mes surprises. Ce n'est pas du tout pensé comme un actif que l'on doit protéger et valoriser pour le futur de la retraite. C'est d'abord un lieu dans lequel il faut être bien ensemble, quitte à ce que ça nous coûte très cher maintenant et que ça ne nous permette pas nécessairement de mettre d'argent de côté. Donc, il y a tout un truc autour du travail du domicile et comment notamment les personnes sont très engagées, ont parfois mis en place des travaux conséquents. Il y a certains ménages où on est à plus de 100 000 euros de travaux réalisés en cours de vie, c'est-à-dire qu'ils ont acheté à une date et puis après c'est des embellissements successifs quand l'argent rentre un petit peu et qui font que
C'est principalement ça qui mobilise les personnes de la maisonnée et pas tellement le fait de raisonner à plus long terme. L'autre enjeu, c'est celui du futur des enfants qui mobilise la maisonnée et qui mobilise particulièrement les femmes au sein des maisonnées. C'est-à-dire que ce sont surtout les femmes qui ont parlé notamment de l'enjeu de la sécurité des études. Alors je sais que vous, c'est quelque chose qui est encore plus fort ici, parce que quand bien même nous, on a encore un système gratuit des universités, les personnes que j'ai rencontrées, en tout cas, aspirent pas tellement à ce que leurs enfants aillent à l'université française. C'est un débat que nous pourrons avoir par ailleurs, mais aspirent plutôt à leur permettre de faire les études qu'ils souhaitent faire. Donc là, on retrouve l'enjeu de l'enfant à la valeur incommensurable, dont parle notamment Viviane Azelizer, et dont il faut absolument préserver l'avenir, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, mais surtout pour les femmes. Puisque ce que l'on voit, c'est que moi, dans tous les entretiens que j'ai faits, et pourtant j'ai eu des parents du côté des femmes comme du côté des hommes, c'est surtout les femmes qui en parlent, et c'est surtout les femmes qui mettent en place notamment des pratiques d'épargne pour leurs enfants, parfois dès leur naissance. J'ai notamment une femme qui dit à la naissance de mon fils, je lui ai ouvert un livret A, tout l'argent qu'il a reçu, ou dès que moi j'avais des petites économies que je pouvais faire, je l'ai placé sur le livret. Et ça, les hommes ne m'en ont jamais parlé. Et je passe sur le fait que quand il y a eu des séparations conjugales, ce sont les femmes qui prennent en charge les enfants et qui, notamment, affirment ne pas du tout vouloir solliciter les pères, qui sortent complètement de l'équation du financement des études. Je ne sais pas si dans les faits ils participent ou pas. En tout cas, elles affichent une volonté très forte de ne pas solliciter les pères pour pouvoir prendre en charge les frais de leurs enfants. Et je les ai rencontrés à plusieurs endroits de l'espace social. Un autre élément que l'on peut ajouter, et je vais tâcher d'aller un peu plus vite, c'est qu'il y a quand même eu des cas d'optimisation de la famille en vue de la retraite. J'ai 2 cas que j'ai rencontrés chez des hommes blancs, de catégorie supérieure et qui sont pris dans des configurations familiales atypiques. Le premier, il est en fait en couple avec un autre homme qui, lui, est par ailleurs médecin spécialiste. Et en fait, il décrit assez vite un projet de vie autour d'une maison de campagne qu'ils viennent d'acheter. Mais l'enjeu, il est suivant, c'est que chacun sécurise ses actifs de son côté. Et éventuellement, on fait autour de cet achat de la maison en plus un projet à plus long terme, mais coûte que coûte, on fait en sorte que chacun ait ses actifs de son côté. L'argent est marqué de façon extrêmement égalitaire. Ils ont un suivi, un traçage financier très fin que je n'ai rencontré absolument pas ailleurs. Et ils sont évidemment pris par ailleurs dans une assise financière qui, enfin, voilà, c'est le couple qui a les plus hauts revenus de ma population d'enquête et qui, par ailleurs, n'a pas d'enfants à charge. L'autre configuration, c'est mon FIRE pour reprendre ce terme que vous avez ici, les Financially Independent Retire Early, c'est ça, voilà. Et donc lui, il est pris dans le travail de construction d'une rente de long terme avec sa conjointe qui était femme chef d'entreprise, qui est tout à fait atypique dans les configurations conjugales en France, qui est plus diplômée que lui. Et en fait, ils fusionnent tout depuis qu'ils sont en couple, ils se sont rencontrés à la vingtaine, à tel point qu'ils ont même fusionné leur parcours professionnel parce que lui s'est fait salarié sur l'entreprise de sa femme. Il est devenu expert financier à un niveau de sophistication qui est quand même vraiment pas réservé au commun des mortels. Et tout est utilisé, chaque dispositif, que ce soit l'emploi et notamment les jeux sur les statuts d'emploi pour pouvoir faire fructifier la situation au maximum. La fiscalité, avec des jeux sur qu'est-ce que j'épargne, quand est-ce que c'est fiscalisé, pas, qu'est-ce qu'il vaut mieux fiscaliser ou pas. Le patrimoine immobilier, mais qui devient quelque chose d'assez secondaire en fait dans la stratégie générale. Et même la famille, puisqu'au moment où on fait l'entretien, ils envisagent tous deux de changer de régime matrimonial pour passer dans le régime de la communauté totale, ce qui serait financièrement plus avantageux au niveau des droits de succession en particulier. Mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement atypique et qui se rencontre chez un individu avec des propriétés tout à fait singulières qu'il est du coup très difficile de ramener et de transposer à l'ensemble de la population.
Et puis, pour conclure cette entraide, c'est quelque chose qui, moi, m'a particulièrement surprise, c'est à quel point certaines disent que pour préparer la retraite, mais finalement, il faut compter sur l'héritage. Et donc, c'est là qu'on voit rejaillir la lignée qui compte quasiment plus. Il vaut mieux compter sur ses parents que sur un conjoint pour préparer à long terme sa retraite. Et ce sont notamment beaucoup des femmes qui m'ont dit ça. Je l'ai moins rencontré dans les entretiens avec des hommes. Donc, c'est une fille unique qui dit que bon, j'aurais peut-être pas grand-chose à la retraite, mais bon, je vais hériter de mes parents, donc si je fais bien mes placements, ça devrait bien le faire. Et puis, j'ai notamment quelques femmes alors, ça se retrouve aussi chez des femmes qui, par ailleurs, sont filles d'indépendants avec voilà, des configurations très spécifiques des travailleurs indépendants en France, et qui ont reçu des héritages et qui, alors qu'elles sont toutes les deux en couple depuis extrêmement longtemps avec leur conjoint, disent bien que ça, c'est de l'argent qu'elles reçoivent de leurs parents, qu'elles vont mettre de côté pour elles et uniquement pour elles, tout à fait à distance de leur conjoint, quitte à éventuellement envisager de le transmettre aussi à leurs enfants. Mais par contre, et enfin, je trouve que j'ai des termes assez forts là-dessus, c'est la transpiration de mon père, il n'y a pas moyen que ça soit partagé avec mon compagnon, quand bien même, là, en l'occurrence, le cas de Catherine, ça fait 30 ans qu'elle est avec son conjoint. Voilà, donc j'ai été assez vite, c'est forcément très impressionniste, mais ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, dans le cas de la France, et avec toutes les interrogations que j'ai sur ce qui va se passer au Québec, la préparation de la retraite, elle se fait finalement beaucoup contre la maisonnée, mais avec la lignée. Et ça, je trouve que c'est ressorti assez fortement à un moment où on assiste en France, mais ici aussi, à un retour en masse du patrimoine et où on constate que les inégalités sociales, elles sont de plus en plus liées aux inégalités de transferts patrimoniaux et de moins en moins à des inégalités liées à la position professionnelle. Ce qui m'intéresse, moi, sur les interrogations un peu autour du Québec, c'est de comprendre un peu si ce que j'observe en France va se retrouver dans un système des retraites qui est différent. Et est-ce que ça joue notamment sur... Je m'intéresse à la capacité à se projeter ou pas dans le temps. Moi, on constate que l'horizon temporel de mes enquêtés, il est finalement assez réduit. Est-ce que c'est différent ici ou pas? Est-ce que cette différence de la protection sociale fait qu'on a une capacité à ouvrir l'horizon temporel plus importante? Je ne le pense pas, mais en tout cas, je serais curieuse de le mettre à l'épreuve. Je m'intéresse évidemment aux questions des droits familiaux dans un système où, en fait, et c'était ça qui m'intéressait en venant ici, les droits familiaux, que ce soit du côté du faire famille, des unions ou du côté des successions, est tout à fait différent. Et puis, je m'intéresse aussi à la manière dont l'équation entre émancipation, protection de soi et reproduction sociale à travers les enfants chez les femmes, comment est-ce que ça résonne ici? Est-ce qu'on va voir des logiques communes ou pas? Voilà, et je crois que j'ai à peu près tenu le temps et je vous remercie pour votre attention.